Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre... Ah non, zut, ça c'est déjà pris. Bon allez, on recommence. Depuis que l'homme est homme, que la Terre est terre, s'il y a bien deux choses qui ont fasciné l'humanité, c'est bien le vol et la vitesse. Parfois, les deux ont été réunis, comme dans les programmes X-15, SR-71 ou XB-70 Valkyrie. Puis est venu l'espace, et ses nouvelles frontières de vitesse et de distance. Pourtant, certains d'entre nous n'ont jamais voulu quitter le plancher des vaches, et c'est sur Terre qu'ils ont assouvi leur besoin d'aller toujours plus vite et d'être les meilleurs. C'est leurs aventures que je vais vous conter maintenant dans cette série 100 ans de record du monde de vitesse sur Terre. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du Choucroute Garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. Nous sommes le 30 avril 1899 et un minuscule encart dans le Petit Parisien, en page 3, à la 5e colonne, titre « 106 km/h ». L'exploit est dans la rubrique des sports et relate l'événement ainsi. Hier, sur la route centrale du parc agricole d'Achères, M. Genazzi, sur sa torpille voiture jamais contente, s'est attaqué au record du kilomètre. Hâtons-nous de dire qu'il a parfaitement réussi, couvrant le premier kilomètre, départ arrêté, en 42 secondes 4/5, et le second en 34 secondes exactement, ce qui représente la terrifiante vitesse de 106 km/h. Le comte de Chasseloup-Laubat avait fait respectivement 48 secondes 3/5 et 38 secondes 4/5. La terrifiante vitesse de 106 km/h. Waouh! Que dirait ce commentateur de l'actuel record qui dépasse le mur du son? Pour notre point de vue moderne, et il faut bien le dire un peu blasé, une telle vitesse est plutôt réservée aux routes secondaires, tandis que les autoroutes sont limitées à 130 km/h. Je vais parler pendant toute cette vidéo de km/h. C'est bien sous-entendu qu'il s'agit de kilomètres à l'heure ou de kilomètres par heure. Au crépuscule du 19e siècle, cette barrière symbolique de 100 km/h représentait un sacré exploit. Et Monsieur Tout-le-Monde mettra bien des décennies à parvenir à cette vitesse dans sa voiture personnelle. C'est le magazine La France Automobile qui lance l'idée d'un concours qui récompensera celui qui parviendra à passer la barrière des 100 km/h à l'aide d'une automobile. En ces temps anciens, les pionniers expérimentaient toutes les solutions pour propulser leurs autos. On voyait ainsi des automobiles à moteur à piston, encore peu fiables et dangereuses en raison du carburant très inflammable qu'elles transportaient, qui pouvait être un dérivé de pétrole ou d'alcool. Ce dernier carburant, d'ailleurs, était un danger important car il a la particularité de brûler avec une flamme peu visible, voire invisible dans certains cas. Petite parenthèse pour ceux qui ont déjà vu des courses d'IndyCar. Les monoplaces sont alimentés par de l'alcool et à chaque ravitaillement, les vapeurs peuvent facilement prendre feu au contact des parties chaudes du moteur. Comme l'alcool s'éteint avec de l'eau pure, un bon gros jet de lance à incendie arrose préventivement les alentours de l'orifice de remplissage une fois le plein effectué. D'autres utilisaient la vapeur, avec des chaudières à pétrole, mais aussi à bois, à charbon ou à gaz. Comme le gaz utilisé était celui des réverbères de l'éclairage public, et que celui-ci contenait une bonne part d'hydrogène, on peut dire que ces autos étaient les premières voitures à hydrogène de l'histoire. En tout cas, à combustion interne ou à vapeur, il était clair que les performances n'étaient pas au rendez-vous pour réaliser une auto de record de vitesse. Elles prendront toutefois leur revanche plus tard. Pourtant, depuis 1834 et son invention, l'automobile a fait confiance à un autre mode de propulsion, la traction électrique. La lourdeur des voitures à vapeur et la rusticité des moteurs à combustion interne rendaient évidente l'utilisation du moteur électrique, dont la puissance, la fiabilité et la facilité de mise en œuvre étaient déjà les atouts. Très rapidement, 3 personnes ont été intéressées par ce concours. 2 pilotes, les stars de l'époque, et un constructeur. Les pilotes étaient Gaston de Chasseloup-Laubat, comte de son état, et Camille Genazzi, un ingénieur belge. Ce dernier connaissait bien les autos car son père fabriquait déjà en Belgique des pneumatiques pour automobiles. Si Camille Genazzi intervenait dans la fabrication de ses voitures, Monsieur le Comte fait appel à la carrosserie Genteau pour réaliser ses voitures de course. À cette époque, il était aussi facile de fabriquer une auto de course qu'une auto de route.
En fait, je devrais plutôt dire qu'il était aussi difficile de produire l'une que l'autre. Chaque auto était produite à la main et différait de la suivante comme de la précédente. Produire une voiture de course demandait certes des développements supplémentaires, mais pas plus de main-d'œuvre ou de dextérité dans la fabrication. Les tentatives du concours devaient se faire dans l'allée centrale du parc agricole d'Acher, au nord-ouest de Paris. L'endroit commençait à être connu des fanats d'automobiles car un nouveau type de compétition arrivait à la mode. La course de côte. Attention, on parle ici de côte mais rien de comparable avec la course en montagne contemporaine. On parle ici de 2 à 10% de pente et très peu de virages. Le but des autos de l'époque était de parvenir à monter la côte bien avant toute notion de vitesse. C'est lors de la course de côte de Chanteloup-les-Vignes, juste à côté d'Acher, que s'affrontèrent pour la première fois Gaston de Chasseloup-Laubat et Camille Genazzi. Ce dernier remporta la victoire en raison de conditions météo défavorables, empêchant le comte de Chasseloup-Laubat de prendre le départ. Ainsi naquit l'esprit de compétition entre les deux hommes, mais aussi entre Gento et Genazzi en tant que constructeurs automobiles. Cette rivalité resta d'ailleurs vive jusqu'à la disparition de Gento en 1906. C'est Monsieur le Comte qui ouvre le bal le 18 décembre 1898 et établit le premier record de vitesse automobile de l'histoire, à l'impressionnante vélocité de 63,15 km/h. Pour l'époque, c'était fantastique. 1 km par minute, vous vous rendez compte ? Dans une automobile qui ne fait ni bruit ni odeur. Cette vitesse était réservée aux trains, et encore, seulement les plus rapides, ceux taillés pour la vitesse. Genazzi ne peut laisser cet affront sans réponse, et se lance dès janvier 1899 dans une première tentative à bord d'une CGA Dogcart. Grosse carriole, certes disgracieuse, mais assez rapide pour ravir le record à Gaston de Chasseloup-Laubat, avec 66,66 km/h. Ce dernier ne l'entend pas de cette oreille et bat le record le jour même avec 70,31 km/h à bord de sa Gento Duc. Camille Genazzi retourne à ses ateliers et cherche à améliorer son auto. En quelques jours, il parviendra à trouver d'ultimes ressources de puissance pour reprendre le record avec 80,35 km/h le 27 janvier 1899. Les choses restent en l'état pendant plus d'un mois. Gento avait un tour dans sa manche, mais il avait besoin de temps pour réaliser son idée. C'est seulement le 4 mars 1899 que la Gento Duc reprenait son record, avec un tonitruant 92,78 km/h. Comment la voiture avait-elle pu progresser autant ? Eh bien, en prenant une forme aérodynamique. À puissance égale, la voiture a moins besoin de contrer la traînée générée par le vent, et peut donc aller plus vite. Vous imaginez bien que Genazzi, tout ingénieur qu'il est, y a également pensé. Mais il sait également qu'il lui faudra améliorer son auto au niveau de la puissance et du poids. Il va alors faire un pari énorme. Plutôt que d'améliorer son ancienne voiture, il va en faire construire une spécialement pour le record. Posée sur un châssis en acier riveté, la carrosserie aérodynamique est construite par Rincé Hochet à Paris, dans un alliage d'aluminium appelé Partinium. Elle devait avoir, selon l'ingénieur belge, la forme d'une balle de fusil pour pénétrer dans l'air avec efficacité. Pour la motorisation de la voiture, Genazzi se tourne vers une des grandes sommités de l'époque, André-Étienne Postel-Vinet. On lui doit la création de l'École supérieure d'électricité, ou Supélec, et l'arrivée de la société américaine Thomson en France. Les deux moteurs utilisés par Genazzi ont une puissance de 50 kW. Ils peuvent fournir en crête jusqu'à 100 chevaux. Et ça intéresse vraiment Genazzi, puisqu'il a besoin de puissance. Chaque moteur entraîne de manière indépendante une roue arrière. Pour alimenter ces moteurs, l'ingénieur belge fait appel à SAF, la société des accumulateurs Fulmen. La batterie plomb-acide à 80 éléments représente la moitié du poids de l'auto, mais permet de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres. Mais pourquoi prendre une batterie aussi grosse si le poids est un facteur important pour les performances ? Comme dans les voitures électriques actuelles, performance et autonomie sont intimement liées, et il est important de bien doser les deux. Si Camille Genazzi a choisi une grosse batterie, c'est pour tirer le maximum de ses moteurs, et donc obtenir la vitesse la plus importante possible. Il nommera sa voiture la Jamais Contente. La légende attribue ce nom à Madame Genazzi, qui aurait ainsi voulu illustrer le besoin de son mari de toujours aller plus loin. D'autres disent qu'il s'agirait d'une petite farce de Camille Genazzi lui-même pour évoquer sa réussite probable en donnant à sa voiture ses propres initiales J et C. La Jamais Contente prend place sur la ligne de départ le 29 avril 1899 et s'élance. Elle bat le record détenu par le comte de Chasseloup-Laubat en dépassant pour la première fois les 100 km/h. Ce dernier ne relèvera pas le gant. Le premier duel de la vitesse sur Terre venait de prendre fin. Au-delà du simple événement anecdotique, le concours a été un formidable tremplin pour l'innovation technologique.
Détail amusant, ce n'est pas l'entreprise familiale des Genadzi qui chaussera les roues de la jamais contente, mais une toute jeune société française qui aura été le fournisseur officiel des autos de ce concours. Cette entreprise en tirera bien des enseignements pour devenir un manufacturier de premier plan, que nous connaissons bien sous le nom de Michelin. Gento n'est d'ailleurs pas en reste, puisque sa voiture a aussi son lot d'innovations. Afin de rendre la voiture plus facile à contrôler à ses folles vitesses, Charles Gento eut l'idée de remplacer l'ancien système de direction hérité des voitures à chevaux par un système de direction à parallélogramme. Pour permettre un virage correct, il fallait que la roue intérieure au virage braque un peu plus que celle de l'extérieur. Il créa donc une épure ou géométrie pour permettre cela. Cette épure est toujours utilisée de nos jours pour concevoir les autos. Comme quoi, encore une fois, le défi, le jeu et une compétition d'apparence totalement puérile auront fait progresser les connaissances utiles au quotidien pour tout le monde. Pour les rabat-joie, à bon entendeur, salut. Ce duel restera dans les mémoires et sera le ferment de lutte à couteau tiré pour détenir le titre de l'homme le plus rapide sur Terre. Le record tiendra près de 3 ans et sera battu par une voiture à vapeur. Et oui, l'ère des moteurs thermiques à vapeur et à combustion interne commençait, et ni Genadzi ni Chasseloup-Laubat ne reprendront ce record. Charles Gento décédera en 1906 et sa société disparaîtra avec lui. Camille Genadzi sera tué en 1913 dans un accident de chasse, mais c'est Gaston de Chasseloup-Laubat qui quittera ce bas monde le premier en 1903 après une longue maladie. Ainsi s'achève l'aventure des records de vitesse absolue sur Terre pour l'électricité. Le pétrole a de longues années de développement devant lui et de formidables records qui nous ont fait retenir notre souffle à chaque tentative. Et c'est bien de cela que nous allons commencer à parler dans le prochain épisode de 100 ans de records de vitesse sur Terre. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, portez-vous bien, ciao.